Le cercle RH, notre débat quotidien pour parler aujourd'hui du tourisme. Alors c'est un secteur qui a été évidemment touché, impacté par la crise Covid. On va revenir sur cette guerre ukrainienne qui n'augure rien de bon, au moment où d'ailleurs les opérateurs de tourisme, les chaînes hôtelières et tous les acteurs du métier disaient ça repart, on est en train doucement de repartir. Et puis il y a évidemment cette crise, pour ne pas dire cette guerre ukrainienne. On fait le point avec un débat aussi sur les touristes russes qui évidemment apportent beaucoup de devises, plus d'1 milliard pourrait être perdu par l'absence évidemment de touristes russes sur notre territoire. On fait le point sur ce sujet. Est-ce qu'il faut réinventer une nouvelle forme de tourisme? Est-ce que c'est la fin du tourisme de masse? Comment se réinvente et va se réinventer le tourisme? On en parle avec Cécile Leclerc. Merci Cécile d'être avec nous. Alors vous êtes Investment Manager Extendam, je pense l'avoir dit à peu près copieusement, mais vous êtes aussi membre de la Fabrique du tourisme, qui est une think tank de réflexion, évidemment, qui réunit tous les métiers du tourisme, justement pour penser ce tourisme de demain. Johanna Wagner, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des relations entreprises du Master IMI, on peut dire IMI, I-M-H-I, de l'ESSEC. Et c'est intéressant parce qu'il faudra qu'on parle de l'attractivité de ces métiers, puisqu'on a vu quand même au moment de la reprise des chaînes d'entreprise, des grands groupes qui disaient on ne trouve pas, on galère, on a des gros problèmes de recrutement. Puis avec nous, Serge Trigano, merci d'avoir répondu à notre invitation, c'est un vrai plaisir. Cofondateur du DEM Mama Shelter, 16 au total, sont des hôtels. Vous avez disrupté, vous êtes engagé avec vos enfants notamment. J'y suis allé, j'y ai dormi, donc je suis un usager de vos hôtels. C'est effectivement très disruptif, très sympa, très jeune. Et puis évidemment, votre nom est associé au Club Med. Vous avez dirigé d'ailleurs le Club Med dans les années 90. Et puis je crois que c'est votre papa, pour la petite histoire, cofondateur. C'était des toiles de tente Trigano au départ. On est d'accord, hein, c'est bien ça. La Méditerranée a débuté avec des villages de camping, des villages de tente. Des toiles. Des toiles de tente. Et comme mon père travaillait dans une entreprise familiale qui fabriquait du matériel de camping, c'est comme ça qu'il a fourni le matériel, et qu'il est tombé amoureux du club et qu'il l'a développé. Et qu'il a créé ce phénomène Club Med populaire, très grand public. La stratégie a un tout petit peu évolué ces dernières années. C'est-à-dire, ça vous fait quoi de parler des toiles de tente alors qu'on est déjà projeté dans une forme de tourisme très moderne avec des avions? Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, là aujourd'hui, vu les crises, retour à un tourisme très campagne, un tourisme à 10 bornes de chez nous, comme on le faisait en 1936. Vous savez, les gens partaient en vélo avec une petite remorque, et puis ils allaient planter la tente dans un bosquet, ils partaient en vacances. Non, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là ou cet avantage-là? C'est pas un risque, il y a toute forme de tourisme valable. Il y a effectivement le tourisme de proximité, il y a le tourisme de plage, il y a le tourisme de découverte, il y a l'envie d'aller ailleurs, il y a l'envie de partir en vélo, l'envie de partir en train, l'envie de partir en avion. Je crois qu'il y a toutes les formes de tourisme à respecter. Et moi, je milite pour un tourisme populaire, un tourisme de masse. Moi, je préfère voir nos pays envahis par des hordes de touristes que par des militaires, comme on est en train de le voir actuellement sur toutes les chaînes de télé. C'est des gens qui vont commencer par visiter nos pays au pas de charge, et puis qui après prendront le temps de découvrir au fur et à mesure que leur pouvoir d'achat va augmenter. Et je crois qu'il faut respecter toutes ces formes de tourisme. Juste un mot, parce que je donne la parole à mes deux expertes, mais vous êtes inquiet puisque vous avez traversé une crise difficile, presque 50% de baisse d'activité dans les nuitées. Enfin, c'est à peu près le chiffre est équivalent pour presque tout le monde. Et là, vous avez cette guerre en Ukraine, on parle de guerre nucléaire, de troisième guerre mondiale, puisque le mot a été jeté. Enfin, ça pose quand même quelques inquiétudes pour les professionnels du tourisme. Bien sûr, inquiet à court terme, bien sûr. On va avoir des annulations, on va avoir des destinations qui vont se fermer. Optimisme à moyen long terme, parce que je crois que de toute façon on aurait envie, et on l'a vu quand la pandémie a commencé à affaiblir l'envie qu'avaient les gens de repartir, de voyager, les hôtels se sont remplis, les restaurants, et ainsi de suite. Bon, là je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. On est dans un flou total, c'est impossible. Impossible. Cécile Leclerc, la Fabrique du tourisme, réfléchit à ce tourisme de demain, mais déjà aujourd'hui, on ne peut pas mesurer encore l'impact de cette guerre en Ukraine, mais vous la pressentez. Elle va avoir des conséquences importantes quand même sur l'économie. Bien sûr, après, effectivement, l'hôtellerie fait face à pas mal de crises et a toujours fait face à des crises. Je pense qu'il est important, c'est le mot qu'évoquait Serge, c'est l'optimisme. Et c'est un secteur qui est plein d'optimisme et un secteur qui a fait face à plein de crises et qui s'en est toujours remis. Il y en a deux coup sur coup qui sont violentes. La crise Covid a été très violente.
Bien sûr, après effectivement, et la crise du Covid a permis aussi de faire émerger des réflexions, et ça a été aussi l'objectif de cette fabrique du tourisme, c'est de mettre tous les acteurs du monde de l'hospitalité entre eux pour faire émerger des nouvelles idées et de voir comment on peut passer au-delà. Alors bien sûr, c'est des conséquences qui sont très importantes pour le secteur, mais néanmoins l'idée c'est d'aller chercher les ressources pour trouver des nouveaux leviers de valeur et d'aller chercher des nouvelles clientèles, des nouveaux produits, des nouveaux services et de réfléchir à comment anticiper l'hôtellerie de demain en prenant en compte ce contexte. Je le resitue dans le cadre de notre émission Smart Job, c'est-à-dire les emplois, le travail. On est là au premier rang des destinations touristiques en nombre de visiteurs et on est au troisième rang en termes de chiffre d'affaires généré, puisqu'on est derrière les États-Unis et l'Espagne. Économiquement, là je me tourne vers vous parce que vous formez à travers l'ESSEC des étudiants qui vont devenir des professionnels que vous allez embaucher. C'est compliqué, là il y a une inquiétude. Comment ça se passe? D'abord l'école, les formations, et puis ceux qui sont dans vos écoles qui vous disent on arrive dans un secteur qui est un peu complexe, sinistré. Alors oui, mais on voit aussi qu'à chaque fois qu'on parle à des personnes qui ont été diplômées de ce master qui va fêter ses 40 ans, qu'en fait on a toujours des histoires de personnes qui disent « moi aussi quand je suis rentrée sur le marché du travail ». Ah, 70, le choc pétrolier. C'était la crise financière de 2008. Ensuite, on a eu des incertitudes au Moyen-Orient. L'hôtellerie de luxe a beaucoup peiné après 2015, etc. Donc en fait, il y a toujours des histoires et elles finissent toujours bien. Donc je pense que ça, c'est ce qu'on transmet aux étudiants aussi, c'est de se dire qu'on est sur des métiers qui savent se transformer, qui savent s'adapter, que lorsqu'il n'y a pas de touristes qui viennent de loin, bien justement, vous le disiez tout à l'heure, il y a des tourismes qui viennent d'à côté. Ce qui s'est passé d'ailleurs là, la saison précédente, les Français sont restés en France. Exactement. Donc il y a des leviers, on est sur des fondamentaux qui restent tout de même solides et sur des personnes aussi qui le font par amour et par optimisme envers cette activité et du coup qui ont envie de la porter au quotidien. Il y a quand même un sujet, parce que vous évoquiez, puisqu'on est dessus, le fameux tourisme de masse, et vous dites je préfère un tourisme de masse à des soldats qui piétinent un pays, évidemment. J'ai en mémoire Barcelone qui est en train de se révolter contre un tourisme de masse, de bus, de Britanniques pour ne pas les citer, et d'autres qui transforment la ville en gigantesque beuverie. Et il y a une réflexion menée à Barcelone sur cette notion de tourisme de masse. Puis il y a un deuxième sujet qui vous impacte, là ce sont les écologistes qui le portent et qui disent attendez, arrêtez de prendre l'avion, c'est très polluant. Et ça, c'est une campagne qui est lancée et l'avion contribue au développement du tourisme. Qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui disent plus de tourisme de masse et à ceux qui disent arrêtez de prendre l'avion? Alors, à ceux qui disent plus de tourisme de masse, je ne suis pas d'accord. Il y a des excès, Barcelone, Venise, les gros bateaux qui polluent et tout. Je crois que c'est en train de se corriger. Et encore une fois, en respectant ce tourisme populaire, premièrement. Deuxièmement, sur le transport, je pense qu'on va avoir plus d'utilisation du train à l'avenir. Et qu'en même temps, les compagnies comme Airbus sont en train d'inventer l'avion de demain qui polluera beaucoup moins, qui ne polluera plus. À l'hydrogène, voilà, on n'aura pas l'avion électrique. C'est en route. Alors ça prendra 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et comme tu l'as dit, je veux dire, le tourisme, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, n'a cessé de croître. C'est une activité qui est jeune, c'est une industrie qui débute. Et on est leader, quand même. Et on est les leaders, et elle offre des opportunités formidables pour des jeunes. Il faut leur donner le goût de ce métier, et en leur disant que c'est un métier à la fois qui est une fin en soi, et qui est aussi une ouverture vers d'autres métiers. Travailler dans l'hôtellerie, travailler dans la restauration, c'est aussi apprendre à être avec les gens. Et c'est une école qui peut vous permettre de vivre demain dans des métiers plus traditionnels, plus classiques et autres. On vous sent épanoui dans cette aventure Mama Shelter? Parce que vous dites, moi j'ai trouvé ma liberté en faisant cela. C'est ça aussi? Oui, moins enfermé que dans un énorme groupe comme le Club Med. Ouais, moi j'ai vécu toute ma vie dans l'hospitality business. Vous dites tous hospitality, je n'ai pas utilisé le langage, mais c'est exactement le mot utilisé. L'hospitalité. C'est le tourisme exactement. C'est vrai. C'est l'acte d'aller visiter un pays. C'est donc pas exactement ça. On parle de vacancier, donc c'est un mélange tourisme-vacancier. Bon, alors hospitality, si vous trouvez autre chose, j'ai pas. J'ai pas non plus. Mais voilà. Et donc c'est des métiers auxquels il faut redonner un petit peu le goût de jeunes. Et moi, oui, l'aventure du Mama a été formidable. En plus, on s'est après appuyé sur le groupe Accor qui a pris maintenant l'intégralité du capital. Et ça a été une aventure humaine extraordinaire avec mes 2 fils, avec un Philippe Starr, qui est avec toute l'équipe, et puis avec les hommes et les femmes, beaucoup de femmes, qui ont rempli un rôle magique. Oui, vous avez disrupté, parce que même dans la déco, vous parlez de Stark, c'est vrai qu'il faut aller voir vos hôtels, parce qu'ils sont originaux, ils sont jeunes, ils sont branchés, on y est bien. Voilà, c'était aussi un lieu où on devait y être bien. C'est ça l'idée, il y a un grand espace où on peut se reposer, il y a cette idée-là. On vend autre chose qu'une simple
chambre ou un repas, on vend une petite bulle de bonheur. On vend un petit... Voilà. C'est vrai. Moi, ce que je dis à nos équipes, c'est quand les gens poussent la porte, alors surtout dans le climat anxiogène dans lequel on est aujourd'hui, apportez-leur du bonheur. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on est en train d'inventer? Qu'est-ce que vous êtes en train d'inventer, tous les professionnels de l'hospitality, puisque ça y est, vous avez vu, je me mets au langage des professionnels. Qu'est-ce qu'on invente? Qu'est-ce que vous êtes en train d'inventer? Alors, d'inventer, c'est plus justement d'aller chercher, d'aller élargir le panel de clientèle. C'est-à-dire qu'effectivement, vous parliez de touristes, il n'y a pas que les touristes aujourd'hui qui vont dans des hôtels. Effectivement, on vient à l'hôtel, c'est pour dormir, on y vient aussi pour dîner, on y vient pour passer un bon moment, pour boire un verre. Maintenant, aujourd'hui, on y vient aussi pour aller regarder un film, pour faire une partie de bowling, enfin, et pour travailler également. Maintenant, l'hôtel est effectivement un lieu global. Voilà, global, et donc qui attire à la fois une clientèle locale, et effectivement, on n'a pas besoin forcément de venir très loin. Ça peut être aussi soit juste y venir pour un moment dans la journée, ça peut être aussi à l'échelle régionale, de se dire justement, j'ai envie de vivre cette expérience que cet hôtel m'offre, et donc sur les city breaks, donc on n'a pas besoin de venir de l'autre bout du monde pour tester. C'est vrai. Et en fait, l'idée de l'hôtellerie évolue vers plus d'expérience. On va chercher du sens, on va chercher une expérience, et c'est ça qu'on offre. Juste, réglons cette affaire, parce que c'est un débat autour de l'emploi et donc de la possibilité de vos étudiants de trouver un emploi. Je sais que le secteur est très ouvert, hein. Je pense qu'ils ne peinent pas à trouver un emploi, on est d'accord. On vient les chercher, surtout que votre master est coté, mais il y a eu Airbnb quand même, qui est venu percuter. On en revient toujours sur plein de sujets sur ce plateau. Le numérique vient percuter des modèles existants traditionnels, c'est-à-dire je paye une chambre d'hôtel, je la paye pour la nuit, puis je m'en vais, Airbnb disrupte. Il y a de la place pour tout le monde, vous dites qu'ils font quand même un peu de mal au secteur de l'hospitalité? En fait, c'est comme toutes les crises qu'on a évoquées, à chaque fois c'est un événement un peu extérieur qui vient challenger l'hôtellerie et qui fait qu'on se réinvente et qu'on va chercher des nouveaux concepts. Et c'est aussi Uber et les taxis. Et c'est aussi parce qu'il y a eu Airbnb que l'idée c'était pour les hôtels d'offrir autre chose que juste un appartement qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de. Ce que dit Serge Trigano, c'est-à-dire que c'est pas, on n'achète pas une chambre d'hôtel, on achète un rêve, un concept. C'est ça. Airbnb, je veux dire. Comment vous vous situez? Parce que vous avez cette marque Mama Shelter, elle est exportée dans le monde entier. Vous dites qu'ils ont fait du mal ou ils ont fait du bien? Non, je dis que c'est des génies. Je dis que c'est formidable. Dans ce qu'ils ont fait, il n'y a rien à dire. C'est le truc. Tous les gens du métier se mordent les doigts de ne pas l'avoir inventé soi-même. Le mec est formidable. Bon, maintenant, Airbnb, quoi qu'elle soit leur discours d'application et autres, ils vous louent une chambre ou un appartement. Nous, dans les hôtels lifestyle, on essaie comme tu l'as dit, on essaie de vendre autre chose, de vendre une expérience, la fête, un lieu de travail, puisqu'il y a de plus en plus de séminaires qui se passent dans ces hôtels. Un accueil stylisé, je trouve que le recrutement est aussi à l'image de l'établissement. Donc bravo Airbnb, mais bravo à tout le métier. La beauté de nos métiers, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour le Airbnb, pour la petite maison de famille, pour les grandes chaînes hôtelières, pour du luxe, pour du Mama Shelter, pour des terrains de camping. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de l'inquiétude ou pas? Est-ce que vos collaborateurs, je dis vos collaborateurs, vos étudiants, commencent à se poser des questions, à dire, là on voit les chiffres, hein, le Covid ça a fait baisser de 50% l'activité, beaucoup d'entreprises ne sont pas revenues à l'état où elles étaient avant Covid, donc je pense au groupe Accor, hein, ça va beaucoup mieux mais c'est pas gagné. Est-ce que certains des étudiants disent j'ai peut-être pas pris le bon secteur, ou ils y croient, ils foncent et ils trouvent que c'est le secteur dans lequel ils se sentent bien? Alors c'est sûr que c'est le secteur dans lequel ils se sentent bien, ça il n'y a pas de doute. Et même si à un moment donné ils se disent est-ce que je vais vraiment trouver le métier, le boulot que je veux demain à la sortie de mon Ils cherchent quoi d'ailleurs vos étudiants là? C'est quoi ils veulent partir à Los Angeles, ils veulent partir sur les plages d'Honolulu ou ils veulent venir dans un petit coin du Gers ou de la campagne? Honnêtement il y a de tout. Et ça fait aussi la richesse de chaque classe en fait, c'est qu'il y a de tous les profils. En tout cas, ce qu'ils recherchent, c'est un bon équilibre entre des métiers où ils sont beaucoup en interaction avec les gens. C'est généralement des personnes qui aiment les interactions. C'est comme ça qu'ils sont arrivés dans ce secteur. Mais aussi, là où on les stimule, on leur propose de prendre des responsabilités, on les challenge et on leur laisse de la place pour innover et pour être force de proposition. Donc, ils aiment cet équilibre-là. Ils sont prêts à apprendre. Ils sont prêts à être assez patients, mais ils ont envie quand même qu'on leur laisse la place de jeunes et de et puis, créateurs. si je peux me permettre, qu'on les écoute. C'est un des rares métiers où vous pouvez grandir rapidement dans la compagnie dans laquelle vous êtes. C'est pas la peine d'avoir tous les diplômes.
le gars ou la fille qui bosse, qui a envie de bosser, il va rentrer à la réception, il va être chef de réception, il peut être demain responsable d'un hôtel, d'un mama ou autre. C'est aussi un point. C'est ce que vous avez fait, c'est la politique que vous avez menée. Bien sûr. C'est ça, faire évoluer des jeunes. C'est assez jeune, vos collaborateurs sont jeunes. C'était un choix tactique, ça. C'est un choix. On vient d'ouvrir donc le mama à la Défense. À la Défense, oui. Une grande partie de l'encadrement, c'est des gars et des filles qui ont commencé dans différents mamas à droite et à gauche et qui sont responsables de l'encadrement du nouveau mama. Alors là, la Défense, juste parenthèse, vous l'avez bien précisé tout à l'heure, on mélange les vacanciers, les touristes avec l'appareil photo. Là, la Défense, c'est moins vrai. C'est quoi? C'est de l'hôtellerie d'affaires? C'est de l'hôtellerie d'affaires. C'est en même temps à 4 ou 5 stations de métro des Champs-Élysées. Donc pour le week-end, c'est aussi une possibilité pour des gens. C'est aussi, oui, c'est vrai. De venir, voilà. Et puis c'est apporter de la vie dans un endroit qui est un peu tristounet, quoi. La Défense, c'est quand même pas l'endroit le plus sexy de la Terre. Ouais. Et nous, pareil, on va disrupter, comme vous dites, l'environnement, quoi. Voilà. En termes d'emploi, en termes d'attractivité, il y a eu un débat, et on l'avait posé sur ce plateau, sur un certain nombre de salariés de la restauration qui disaient nous, on n'y va plus. C'était le moment où tout le monde partait en télétravail. Eux disaient moi, le télétravail pour servir le café, c'est un peu compliqué. Et ils réclamaient des augmentations de salaire. Est-ce que c'est ça? Bon, là, il y a des négociations qui ont eu lieu, il y a eu des augmentations. C'est que le salaire qui bloque là en ce moment dans les difficultés de recrutement, ou est-ce qu'il y a autre chose autour du sens, autour de l'envie de se lever le matin? Comment vous regardez ce sujet un peu sociologique finalement? Effectivement, la question du salaire, elle est importante, mais il n'y a pas que le salaire, effectivement. Et de la même manière qu'on disait, la clientèle même va se tourner vers une quête de sens, vers une quête d'expérience. C'est le cas aussi pour les employés, qui viennent chercher du sens à leur carrière, du sens aussi dans leur équilibre de vie. Excusez-moi, c'est compliqué, parce que quand vous avez un poste en hôtellerie, on vous dit c'est 14h, 23h, parce que c'est l'accueil... c'est compliqué. C'est des métiers où on travaille pendant que les gens s'amusent. C'est là où c'est compliqué, non, Serge Tregano? Bien sûr, c'est là où le recrutement n'est pas si simple. On a du mal à trouver des garçons et des filles qui veulent travailler le soir, qui veulent travailler les week-ends. Ah ouais. On en parlait tout à l'heure avant de vous rencontrer. Un des sujets, à mon avis, importants, c'est le logement. Clairement. Comme pour les jeunes gars et filles qui travaillent dans nos métiers et qui finissent à 1h du matin, qui doivent prendre le métro pour rentrer à 3/4 d'heure, 1h du lieu de travail, c'est pas évident. Voilà. Donc là, il y a un vrai sujet sur lequel on doit travailler les uns et les autres, qui avait très bien anticipé le club à son époque en logeant les géos dans les villages. Alors c'est plus facile à faire quand on est au bout du monde que quand on est dans les villes. Mais là, je reviens de Dubaï où j'ai dormi dans un hôtel 25e heure, qui est un peu comme le Mama, mais version allemande. Ils ont loué un immeuble dans lequel ils logent tout leur staff. Et le staff, il est à 300 mètres de il sort du travail et il rentre. Voilà. À mon avis, c'est un de nos vrais sujets. Il y a le salaire, mais comme tu le dis, c'est un métier qui donne du sens, qui permet de faire évoluer. Le salaire est important. Mais au-delà de ça, il y a ce problème du logement, le problème des coupures. Logement, temps de transport et coupures. Parce que certains disent, mais moi, de 13h à 16h ou à 14h, 16h, je fais quoi? Je fume une cigarette dans ma voiture et je regarde Internet. Enfin, c'est terrible. Il y a une tension sur ce sujet de l'emploi, là, en ce moment. Alors, vous avez une réflexion globale sur les modèles, mais le modèle ne se fait pas sans les collaborateurs. Enfin, je veux dire, le tourisme ne vit que parce qu'il y a des gens derrière la caisse, derrière le bar, pour nettoyer les chambres. Ouais. C'est un métier d'hommes et de femmes, et effectivement, c'est un métier où l'humain est essentiel. Donc, c'est le grand challenge, et c'était un des thèmes, effectivement, qui ont été abordés par tous les acteurs du secteur qui étaient présents à la Fabrique du Tourisme. C'est effectivement de se dire comment on va améliorer l'attractivité du secteur, et c'est aussi passer par renforcer la marque employeur, essayer de créer aussi une visibilité, d'évolution. Au-delà il y a des choses qui sont inhérentes au secteur, bien sûr, effectivement. Mais qu'est-ce qu'on peut offrir à côté, justement, qui va venir compenser? C'est quand même un métier souvent de passion, et je le vois, et quel que soit. Alors, c'est vrai qu'on mentionne beaucoup les métiers opérationnels. Ce qui est intéressant à la Fabrique du Tourisme, c'est qu'on a effectivement des gestionnaires, des opérationnels. On a aussi des métiers, des gens qui viennent de l'investissement, des métiers, des gens qui sont dans la promotion immobilière. Toute la chaîne, voilà, qui construisent. Exactement. Évidemment. Et donc, effectivement, le point de difficulté aujourd'hui, c'est effectivement la gestion des opérations et de trouver le personnel. On est d'accord, c'est le point noir. Vous êtes dans ce cas-là, Serge Tregano, aujourd'hui ou pas? Parce qu'il y a un côté prestige dans vos établissements qui font que, pour le dire un peu cash, c'est assez fun
quand on est jeune, de se dire tiens, je vais bosser au Mama Shelter. C'est soit un poste où on grandit ou c'est un poste où on y passe. Il y a un peu de ça. Honnêtement, Vous peinez ou pas? Le Mama a peiné un peu, il a perdu comme tout le monde 10 à 15%. On a retrouvé tout le monde pratiquement. Et là, donc hier, on ouvre la défense ces jours-ci. On a trouvé les 110 personnes pour faire vivre la défense. 110 personnes l'établissement. L'ensemble de la direction, restauration, ça fait 110 personnes. Là aujourd'hui, Mama Shelter, le groupe, c'est combien de collaborateurs à gérer? Ça doit être 1800 personnes à travers le monde. 1800 personnes, d'accord. Et donc avec des recrutements, j'imagine, locaux. Comment vous faites? Parce que du local. C'est ça. Hein. On recrute local et on a une équipe qui vient de Paris, enfin, ou des différents mamas, qui amène pour les former. Il y a une tradition orale au mama plus que des trucs écrits. On retrouve un peu l'histoire du club. C'est vrai. Et donc c'est des gars, des filles qui viennent leur transmettre les attitudes, les comportements, l'histoire du mama. Oui, le style mama, parce qu'il y a un style mama. Vous disiez populaire au début de notre échange. Populaire ou quoi, un peu bobo, un peu cool, un peu bobo branché, un peu écolo. Comment vous votre clientèle, vous la situez à quel endroit? Honnêtement, c'est un peu tout. Le mama, c'est un mélange. Vous pouvez avoir un soir un gars qui vient avec sa Mercedes 500, son chauffeur, parce qu'il veut s'encanailler rue de Bagnolet et qu'il a entendu dire que c'était l'endroit un peu fun de Paris. Ça, c'est le 20e, c'est le 20e. C'est là où je suis allé d'ailleurs. Qui arrivent de la station de métro Gambetta et qui vont se payer une pizza à 12 € et un café et qui sont dans l'hôtel dont on parle actuellement, dans le lieu dont on parle. Donc c'est ce mélange qui fait la richesse du mama avec... Je crois que la force du mama, ça a été d'ouvrir les portes de l'hôtel sur la population locale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a plutôt mieux résisté à la crise que la plupart des... Hôtel dans la ville. On est l'hôtel dans la ville. À Bordeaux, c'est les Bordelais qui font l'ambiance du mama. À Toulouse, c'est les Toulousains, C'est un lieu de vie aussi. Ils se sont appropriés. Et quand vous allez sur le rooftop de Los Angeles, vous avez à côté de vous les gars et les filles de chez Netflix, de CNN, donc vous sentez les vibrations de la ville. C'est ça un petit peu la force des mamas. À la fois populaire, branché et jeune, plutôt jeune. Votre école, votre master, la suite c'est quoi? Vous dites on garde l'espoir, mais il y a de l'inquiétude là, avec tout ce que l'on voit. Je voudrais boucler quand même ce qu'on se dit, parce qu'on parle d'espoir, on parle de métier de passion, on parle de pénurie. On ne peut pas le déconnecter de la crise actuelle. Vous êtes en train de la cogiter, cette crise, de vous dire il faut anticiper, il faut réfléchir. Je pense à Courchevel, par exemple, qui est assez symptomatique d'une ville où il y a beaucoup de familles russes qui y logent très longtemps. Il y a d'autres territoires et d'autres espaces. Est-ce que vous y réfléchissez à ça ou pas? Ou est-ce que vous êtes dans votre formation avec vos étudiants et vous leur dites bon, on va s'organiser? Non, mais ça fait un moment que l'hospitality intègre aussi d'autres activités du type le co-living, le coworking. On a aussi souvent des entreprises qui ont des maisons de seniors, des résidences pour personnes âgées qui viennent nous voir. On a même des gendarmes qui nous ont contactés il n'y a pas longtemps. Des gendarmes, ils veulent faire un mama shelter dans les gendarmeries ou quoi? Et en tout cas, ils veulent s'adresser à nos étudiants pour la proposer, parce que c'est, comme je le disais avant, c'est des personnes qui sont dans l'humain à la base. Donc, oui, parce que le mot hospitalité, il y a ce mot. Exactement. Donc on a vraiment un champ des possibles qui est très très large, qui est plutôt en train de s'ouvrir que de se refermer d'ailleurs. Donc pas de souci pour vos étudiants. Donc on ne s'inquiète pas du tout pour nos étudiants. Juste avant de nous quitter, Serge Trigano, c'est intéressant parce qu'on parle aujourd'hui de cette difficulté de recruter. Vous aviez une idée assez géniale, c'était l'an passé, avant que la crise des EHPAD arrive, vous avez dit il faut tout transformer les EHPAD, il faut créer entre guillemets des mama shelters dans les EHPAD, créer une espèce d'esprit un peu plus fun. Parce que qu'est-ce que c'est triste un EHPAD? Vous avez toujours cette idée en tête? Plus que jamais, j'imagine. Toujours, mais on ouvre au mois de mai la première Casa Barbara, qui est une maison de retraite c'est pas un EHPAD, hein, c'est avant l'EHPAD, c'est les maisons de retraite non médicalisées avec le groupe Corian, et elle ouvre à Levallois dans quelques semaines. On est en train de travailler. On a pris un chef de cuisine prestigieux qui travaille à côté d'ici, qui est Pierre Gagnère, qui va imaginer la restauration, une décoratrice pleine de talent, Sandra Benamou, un couple d'anciens du Club Med qui vont gérer ça et d'apporter de la vie. Toujours le Club Med. Hein. Voilà. Vous avez retiré mais la seringue, mais vous êtes toujours Club Med. 50 ans de ma vie, c'est ça. Il reste un petit quelque chose. C'est quand même c'est une sacrée histoire. Donc ça veut dire que des groupes comme Corian, dont on a parlé d'ailleurs dans l'actualité, eux aussi se transforment. Absolument. Pour créer quoi? Des espaces de convivialité, un peu presque de bien-être finalement.
Côté Corian est dirigé par une femme exceptionnelle qui est Sophie Boissard, qui a une vraie vision de ce métier, qui a des vraies valeurs. Et nous, on est très heureux d'avancer avec eux. On travaille avec une équipe de pros qui ont envie de faire bouger ce monde-là et d'y apporter. Et quand ils ont fait une étude de marché, les gens ont dit on voudrait retrouver l'ambiance d'un village club dans ces maisons de retraite. Donc en fait, on n'est pas très très loin du sujet qui nous concerne, ce rapport au tourisme, au bien-être, à être bien dans un lieu, parce que sinon c'est ça le tourisme, c'est se sentir bien dans un endroit et d'y revenir. Les éléments là un petit peu stratégiques sur lesquels vous planchez, c'est quoi là, avant de nous quitter en quelques mots, les grands axes là, dans l'année qui vient, année tourmentée évidemment. Les grands axes, c'est justement effectivement alors, nous dans ce côté développement de l'investissement, c'est aller chercher des actifs qui sont hybrides. Donc comment on les conçoit, comment on les gère, avec qui, comment on répartit la valeur, comment on se met d'accord pour effectivement faire un produit qui va être à la fois qui va répondre aux attentes et qui va aussi en même temps répondre aussi aux intérêts financiers de chacun. Donc on va vers ça, on va mettre. C'est une industrie aussi, le tourisme. C'est un moment de plaisir en bout de chaîne, mais c'est d'abord une industrie et de l'investissement et des très gros investissements. Merci Serge Trigano de nous avoir rendu visite. Le Mama Shelter, le dernier, c'est à la Défense. Puis il y en a partout, 16 dans le monde, Rio, Los Angeles, Prague, pour ne citer que cela. Et puis celui de Bagnolet, qui est l'historique, dans le 20e arrondissement. Merci Cécile Leclerc de nous avoir rendu visite. La fabrique du tourisme. Et puis vous êtes dans l'investissement, on l'aura compris, parce qu'il y a aussi des enjeux d'investissement sur ces sujets touristiques. Et puis Johanna Wagner, elle accompagne ces étudiants qui, globalement, risquent d'avoir un job. S'ils ont envie de le saisir, ils auront un travail après avoir fait le master IMI de l'ESSEC, et vous êtes en charge des relations entreprises de ce master. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Il y a un petit air de vacances, même si le contexte ne s'y prête pas beaucoup. Puis on termine, tiens, vous allez voir, avec Fenêtre sur l'emploi, avec une campagne du département des Hautes-Alpes pour donner envie à vous d'aller travailler dans les Hautes-Alpes. Une campagne d'affichage qui est assez incroyable, et on accueille le représentant de ce beau département.